du 16 octobre. Alors, quelques informations. Donc, d'abord, nous apprenons que Michel Germain, membre de l'Académie, a obtenu le prix de la poésie par le groupe des écrivains médecins. Voilà. Euh, une petite information, on nous dit que le comptage des eaux usées montre que le Covid se répand largement. On rappelle, C'est très très important, le comptage des eaux usées. C'est prédictif à peu près une 15 jours avant. on rappelle simplement qu'il y a un vaccin et des masques. Et puis, lundi et mardi se tiendront au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2 jours consacrés par l'Académie à la formation pratique des opérateurs. Le grand organisateur est Albert-Claude Bellamou. Je lui laisse donc la parole. Tu as moins de 20 minutes, Albert-Claude. Alors, je vais essayer de faire 30 minutes. Euh, D'abord, merci. Et effectivement, c'est la première fois que l'Académie organise son congrès national, en particulier dédié à la formation et dans l'espace francophone, dans le cadre d'un ministère important donc, du pays, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a appris aujourd'hui que les deux ministres qui nous gouvernent, c'est-à-dire celui-ci et celui de la santé et de l'accès aux soins, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant, dirigé par Madame Dariussecq. Madame Dariussecq est elle-même à l'Assemblée nationale pour le PLFSS. Monsieur Hetzel est avec le président de la République dans l'avion pour le Maroc. Mais les deux ministères seront représentés par le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Accès aux soins et par le conseiller spécial santé du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc on a les deux grands ministères qui nous gouvernent. De plus, on a invité, et c'est un grand honneur aussi, que le président de l'Académie nationale des sciences, Alain Fischer, soit présent à l'inauguration officielle, de même que notre collègue, le président de l'Académie nationale de pharmacie. La haute autorité de santé sera représentée par Éric Carbonneil, qui est l'adjoint direct de Lionel Collet, en charge de l'accès à l'innovation. Et comme vous le savez, c'est un des grands thèmes que travaille l'Académie nationale de chirurgie, c'est-à-dire comment aujourd'hui les innovations chirurgicales entrent dans la vie courante de la nomenclature, du remboursement, de la reconnaissance, etc. Et ce sera donc également une présence très, très significative. Enfin, la francophonie est elle-même représentée à la fois par Jean-Luc Dumas, qui était le directeur général de la conférence des doyens d'expression française, et qui est devenu le conseiller spécial de Patrick Hetzel. Et puis, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, le président de la conférence nationale des doyens de médecine, Benoît Weber, qui sera également à la tête de cette conférence. Alors, la conférence n'est pas seulement une réunion d'institutionnels, elle est surtout le témoignage de la mobilisation des acteurs que nous représentons, toutes les disciplines, puisque nous avons, grâce à la mobilisation qu'on avait commencé à faire le 15 mars à l'Assemblée nationale sur le thème de la formation pratique des opérateurs, on a fait travailler des groupes de travail de toutes les spécialités, les écoles de chirurgie, et nous avons eu le résultat d'un travail remarquable que nous éditons sous la forme d'un rapport de l'Académie nationale de chirurgie de 256 pages, portant sur l'ensemble des transformations de la formation des chirurgiens, des opérateurs. Évidemment, on intègre dans les opérateurs les médecins interventionnels. Donc, il s'agit pour nous en plus d'avoir une cohérence dans ce que nous conduisons avec la Commission pour l'innovation, dirigée par Jean-Claude Couffinal, c'est-à-dire qu'on ne forme pas les collègues dans le concept d'avant-hier, mais dans ceux de demain. Donc, il faut qu'on forme des opérateurs augmentés. Des opérateurs augmentés par quoi? Par l'intelligence artificielle, par la science des data, par la robotique, par la simulation. Et on parle maintenant de simulation synthétique, de simulation haute fidélité. Donc ça veut dire que hors de ces concepts, on ne forme pas des collègues qui seront adaptés à la transformation de la chirurgie qu'on appelle, nous, la chirurgie 4.0. Donc, l'Académie nationale de chirurgie, et je termine, cher ami, c'est une instance
académique nationale qui a un pied dans le passé, on en est tous très fiers, mais elle a surtout un très grand pied dans l'avenir, dans la projection de nos métiers, dans leur transformation. Et ça, véritablement, nous y tenons. Et alors j'en profite puisque vient d'arriver Guillaume Pourchet qui dirige notre bibliothèque académique, mais qui va faire de notre bibliothèque les mémoires immersifs, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement embarqué le passé dans des systèmes de projection en 3D, etc. Et donc ça, c'est véritablement une transformation totale, comme nous le souhaitons. Pour illustrer tout ceci, si vous venez au ministère de l'Enseignement supérieur, 25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e, à côté du Panthéon, faites-vous inscrire aujourd'hui ou faites-vous inscrire en ligne, mais il faut vous inscrire. Et d'autre part, vous aurez la possibilité de visiter ce qu'on a appelé le Tour de France des écoles de chirurgie. Il y aura une vingtaine d'écrans plasma avec toutes les écoles de chirurgie de France, de Poitiers, de Rennes, de Nancy, etc., de Paris, et plus celles qui viennent même de très loin, puisque c'est la francophonie, et même une francophonie étendue, puisque c'est un pays qui a été francophone, mais qui ne l'est plus, le Rwanda, mais qui est le fleuron de la chirurgie de demain en Afrique, IRCAD Africa, organisé par Jacques Maresco. Et vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui au Rwanda, à Kigali. C'est magnifique, on sera tous en ligne. Merci. Tu n'as pas dit qu'il y aurait... Il y a 10 propositions pratiques à la fin et que le rapport est déjà en ligne sur le site de l'Académie, mais actuellement chez l'imprimeur pour un ouvrage qui va être tiré à 200 exemplaires avec un graphisme magnifique d'ailleurs. Voilà. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que vous pouvez faire le résumé des communications du 16 octobre dernier? Dans la session du 16 octobre dernier était organisée avec la Fondation de l'Avenir sur le thème de la place du patient dans la recherche médicale, modéré par Marion Lelouvier, qui est présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. Benjamin Derbez de Paris, tous sujets de recherche, point d'interrogation. La participation des patients dans la recherche est dans un premier temps au XIXe siècle réservée aux populations socialement défavorisées, puis secondairement consentie et éclairée depuis 1947 avec l'arrêt de Nuremberg et obligatoire depuis 1970. Elle est secondairement devenue participative et elle est maintenant revendiquée. Une évolution finalement parallèle à celle de la recherche clinique. Meillon Agege de Créteil, l'activisme thérapeutique des patients, c'est à partir de la fin des années 80 que les patients VIH revendiquent une place dans les processus de recherche et les processus réglementaires, manifestent contre les franchises médicales. C'est le développement de la démocratie sanitaire et la reconnaissance institutionnelle des associations de patients, comme ceux contre la myopathie ou contre le cancer du rein. Et développant alors, à ce moment-là des recherches économiques. Une participation qui s'étend maintenant à l'ère du numérique. Le patient acteur. Gwenel Jacques de Saclay et Stéphane Abriel de Versailles, évaluation des résultats cliniques des patients requérant une prise en charge en réanimation pour un état de mal épileptique. Les PROMS évaluent les résultats des soins perçus par les patients. Les PREMS mesurent l'expérience vécue par les patients. L'état de mal épileptique est une urgence absolue. 30% des patients sont admis en réanimation. Si elle est réfractaire, la mortalité peut aller jusqu'à 40%. Les PROMS permettent d'évaluer la qualité de vie de 1052 patients et de leurs proches inclus dans 26 centres dans un registre national. Ces données sont différentes des échelles mesurant le handicap, les séquelles et les fonctions cognitives. Analyser les données du point de vue du patient. Jules Descamps de Paris-Lariboisière, comment capturer, exploiter et mesurer les données biomédicales. Apport de l'intelligence artificielle. Contrairement à l'aviation, la chirurgie n'utilise pas les métriques. L'apport des données primaires reste difficile. Les algorithmes permettent maintenant une analyse exhaustive, sélective et rapide de la littérature. Des outils modernes, peu ou pas utilisés.
Ronald Virac de Paris, retour sur 45 ans de pratique. Malgré les progrès thérapeutiques, ce sont les patients en échec ou les maladies non encore traitées qui encouragent les nouvelles recherches cliniques. La recherche clinique stimulée par les patients. Je vous remercie.